Un hacker, c'est comme un voleur qui pénètre dans votre maison. Ils pensent qu'ils sont plus malins que les autres et qu'ils vont pouvoir commettre ces crimes sans se faire prendre. À 30 km de Las Vegas, en plein désert, un stand de tir pas comme les autres. Tous ces hommes, armés jusqu'aux dents, sont des hackers, des pirates informatiques, la hantise de toutes les entreprises. D'authentiques petits génies capables de pénétrer à distance n'importe quel ordinateur, par jeu ou par défi. Ici, ils viennent se défouler. Lui, on le surnomme le pêcheur, tout un symbole, c'est sur des disques durs qu'il tire. La différence qu'on peut faire entre les hackers et les passionnés d'armes à feu, c'est que les armes font beaucoup plus de bruit. Ça fait bang, quand on tire sur les objets, ils explosent, c'est vraiment amusant. La grande majorité des gens qui se réunissent ici ont un casier judiciaire. Ce sont des gens qui refusent de travailler dans un cadre légal. Ils veulent pouvoir explorer tous les systèmes informatiques comme ils l'entendent. Ils veulent faire librement ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est vrai que c'est l'un des fondements de l'Amérique. Moi, je pense évidemment qu'on a besoin d'un gouvernement. Mais il faut faire attention à ne pas lui laisser trop de pouvoir. Et c'est pour cette raison que les hackers sont de parfaits boucs émissaires. On est une cible idéale pour un gouvernement trop puissant. Percer les codes de protection des ordinateurs, c'est la spécialité de ceux qu'on appelle les hackers. Aux États-Unis, ils forment une véritable communauté qui, tous les ans, se réunit dans un hôtel de Las Vegas. Cette année, 5000 pirates sont venus participer à une convention pas comme les autres. Parmi tous ces hackers, incognito, des représentants des sociétés de sécurité, des agents du FBI, de la CIA, tous venus espionner les nouvelles stratégies de ces marginaux de l'informatique. Un cracker informatique, c'est quelqu'un qui s'introduit dans les ordinateurs des autres avec des intentions malhonnêtes. Aujourd'hui, on fait la distinction entre les hackers chapeau blanc et les hackers chapeau noir. Les chapeaux blancs agissent dans la légalité alors que les chapeaux noirs franchissent les limites légales. En fait, ils font exactement la même chose. Au programme de cette convention, tout ce qui peut intéresser un jeune hacker. Concours de piratage, étalage des tout derniers matériels, conférences sur la sécurité des réseaux et surtout toute une littérature essentielle à la survie du hacker. Des titres comme « Les pièges tendus par les flics » ou « Comment survivre dans une prison fédérale ». La culture des hackers mélange une bonne dose d'anticonformisme, de provocation et de valeurs ultralibérales très américaines. Penser que tous ces hackers sont des criminels serait cependant une erreur, même si presque tous, un jour, ont franchi les limites de la légalité. Pete, le diabolique, est l'un des organisateurs de la convention. Il revendique son anticonformisme. On représente une contre-culture. Vous savez, il faut une grande ouverture d'esprit pour étudier les ordinateurs et dépasser ce qui se trouve dans le manuel. La sécurité sur Internet est quasi inexistante. C'est comme dans tous les domaines, regardez les maisons ou les voitures, c'est pareil. Je veux dire, il y a encore des gens qui sont surpris de voir que leur voiture a été braquée. Avec les ordinateurs, c'est la même chose. Si vous mettez votre machine sur Internet, il ne faut pas être surpris si elle est visitée. Pete, le diabolique, habite à Berkeley, en Californie. Dans la communauté des hackers, il a une solide réputation. Aucun système ne peut lui résister. Au point qu'il a ouvert un site sur l'Internet qui donne toutes les clés permettant de pirater l'ordinateur de son voisin ou de son patron. Bienvenue chez Pete le diabolique, une descente aux enfers, diraient plutôt les fabricants de logiciels dont Pete parvient à percer les systèmes de protection. C'est de son salon qu'il attaque les serveurs, tel un cambrioleur mais à distance. Le clavier a remplacé le pied de biche. Autodidacte, il se dit avant tout passionné. Pour lui, le hacking, c'est d'abord un défi intellectuel. Comment on choisit notre prochaine cible? On décide ça avec les copains du groupe. Très souvent, ce qui attire notre attention, c'est par exemple un fabricant de software qui prétend que son programme est invincible alors que c'est faux. Ces gens-là font prendre des risques à tout le monde. C'est là que je rentre en jeu, moi ou d'autres hackers. On est là pour établir la vérité. Mais c'est un jeu dangereux de pénétrer les systèmes. Il y a des nuances très fines entre ce qui est légal ou pas légal.
Tout ça dépend des connaissances et des aptitudes du hacker et aussi des lois qui n'arrêtent pas d'évoluer. Les hackers sont devenus du gros gibier aujourd'hui. Beaucoup de flics veulent nous inscrire à leur tableau de chasse. C'est devenu une véritable chasse aux sorcières. C'est dans ce café de Berkeley que le groupe de Pete se réunit chaque semaine pour définir qui sera la prochaine cible. Ils ne se cachent pas, même s'ils savent que le FBI s'intéresse à eux. Au total, dans ce groupe, ils sont une quinzaine, tous des professionnels de l'informatique et de l'électronique, moyenne d'âge 30 ans. C'est comme tout ce qui est interdit, c'est super excitant. On ne sait jamais ce qui se passe vraiment, on ne sait pas si on est surveillé ou suivi, c'est un mystère, mais c'est grisant. On a le cœur qui bat, c'est un peu comme jouer à cache-cache quand vous êtes môme. Ce qui est fascinant, c'est de savoir que les autorités essayent de nous coincer. On sait très bien que les agents du FBI sont partout. C'est comme ça. Mais leur problème, c'est qu'à ce jeu-là, on est bien meilleur qu'eux. Quand vous devenez un hacker, il faut que vous soyez plus intelligent que tout le monde. Il faut être un vrai bosseur. En fait, si vous êtes un bon hacker, vous pouvez tenir pendant 5 ou 6 ans. Soit vous devenez riche, soit vous finissez en prison. L'école de police de San José dans la Silicon Valley. Au programme, 14 semaines de formation pour savoir manier une arme, l'auxiliaire indispensable des policiers américains. Mais aussi, et c'est récent, 10 semaines d'initiation à l'informatique. Ces policiers du futur doivent en effet être prêts à lutter contre une nouvelle forme de criminalité, le cybercrime, comme l'appellent les Américains, la criminalité cybernétique. Comment devez-vous réagir en tant qu'officier de police quand vous arrivez sur le lieu d'un crime qui a été commis avec un ordinateur? Par exemple, si quelqu'un a effacé son disque dur, est-ce que cela veut dire que les fichiers ont réellement disparu? Non. Si par exemple l'idée de débrancher la puce électronique vous venait à l'esprit, comment vous assurer que le type n'a pas installé un système qui va faire fondre le disque dur automatiquement dès que vous le débranchez? Le but de cette classe, c'est donc de vous former le mieux possible sur la façon d'enquêter et de gérer ces crimes. Pour nous, tout a changé. Aujourd'hui, on a affaire à toutes sortes de fraudes sur Internet, à des pédophiles qui sont en réseau, à des pirates qui attaquent les sites des entreprises pour détruire leurs systèmes, sans parler de l'espionnage industriel. Étant donné qu'on est ici au cœur même de la Silicon Valley, nos policiers doivent être tout spécialement formés afin de bien connaître tous ces nouveaux types de crimes. Selon le FBI, 84% des entreprises et des administrations ont été victimes de piratage informatique. Coût, 56 milliards de francs. Au mois de février dernier, les plus importants sites de commerce électronique américains ont été touchés par un piratage massif comme Yahoo. Ce jour-là, Internet venait de prouver toute sa vulnérabilité. Le président Clinton lui-même était alors obligé d'intervenir pour calmer les esprits. We know that we have to keep cyberspace open and free. We have to make, at the same time, computer networks more secure and resilient. And we have to do more to protect privacy and civil liberties. C'est ici, à Global Center, que s'est déroulée l'une des plus grandes opérations de terrorisme informatique de l'histoire. Global Center, l'un des plus gros réseaux de la planète. 160 000 km de fibres optiques, relie 200 villes dans 27 pays. Alors ici, on ne plaisante pas avec la sécurité. Toutes les technologies les plus sophistiquées sont utilisées pour protéger les sites de leurs prestigieux clients. D'habitude, la méthode des hackers, c'est de chercher le plus grand nombre d'ordinateurs possibles reliés à notre réseau et de trouver d'éventuels systèmes mal protégés. Mais on peut les voir quand ils font ça. On repère d'où ça vient et on contacte le fournisseur d'accès pour le prévenir. Cette fois, ils ont utilisé une méthode appelée paralysie de service. Ça consiste à utiliser un grand nombre de machines et à les programmer pour envoyer les mêmes informations au même moment sur le même serveur. Et là, en l'occurrence, c'était celui d'Yahoo. Cette méthode, qui consiste à créer un gigantesque embouteillage sur une portion du net, reste aujourd'hui imparable. Il faudrait pouvoir surveiller chaque seconde tous les fournisseurs d'accès de la planète. Une mission évidemment impossible. Je ne crois pas qu'on puisse parler de risque zéro. C'est un processus en évolution. Il y aura toujours une bataille entre les gens qui imaginent des programmes de protection et ceux qui cherchent les moyens de les contourner.
Pour l'État de Californie, l'activité des hackers est un problème insoluble. À Sacramento, l'attorney général cherche depuis longtemps des solutions pour limiter les dégâts. Il a décidé de les attaquer sur leur propre terrain. Un hacker, c'est comme un voleur qui pénètre dans votre maison. Même s'il ne vole pas la télé, il est quand même rentré illégalement, et ça, c'est un crime. La solution que j'essaie de mettre en place, c'est la création d'un site internet spécial que je vais appeler hacking.com. Ce serait en quelque sorte un défi lancé à tous les pirates. Si vous préférez, on va essayer de créer le mont Everest du hacking. Impossible à escalader. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en instaurant un nouveau système de répression ou de régulation qu'on va pouvoir résoudre le problème. Why would someone spend their own time to hack into your company's computer system and post tons of your confidential stuff on the internet? For the same reason we pierce our tongues. So, who's watching your network? Cette publicité de télévision a été réalisée par un des leaders mondiaux de la sécurité informatique. La peur du piratage est en effet la dernière des phobies aux États-Unis. Une véritable aubaine pour les fabricants de matériel de sécurité. Un marché en pleine expansion qui suit l'extraordinaire progression du commerce électronique et qui devrait dépasser les 105 milliards de dollars cette année aux États-Unis. Premier vendeur mondial de systèmes de sécurité, Network Associates fournit des logiciels de protection en tout genre, mais aussi les services d'anciens hackers reconvertis au service des entreprises. Pour eux, pénétrer un serveur est un jeu d'enfant. Démonstration. Un hacker qui veut pénétrer une machine, la première chose qu'il va faire, c'est de chercher des informations sur vous. Il veut connaître le mieux possible sa future victime. Par exemple, à partir de votre adresse email, on peut immédiatement déterminer l'adresse de votre serveur. Ensuite, on peut voir le logiciel qui est utilisé pour protéger votre serveur de mail, par exemple. À partir de là, il ne me reste plus qu'à faire un petit tour sur le net pour trouver les failles connues du logiciel. Voilà, ce site me donne plusieurs vulnérabilités connues et même une méthode pour lancer sur ce serveur une contre-attaque. Tout ça en moins d'une minute. Comble de la provocation, les hackers ont leur propre site sur Internet. Ils mettent à la disposition de tous les outils permettant de décrypter les codes de protection et d'entrer ainsi au cœur même des serveurs. Des sortes de petits guides pour parfaits petits hackers. C'est une véritable course contre la montre entre les sociétés de sécurité et les hackers qui écrivent de nouveaux programmes de destruction. Une fois leur programme écrit, ils l'utilisent le plus longtemps possible jusqu'à ce que nous ayons découvert la parade et donc le moyen de nous en protéger. Notre but, évidemment, c'est de réduire au maximum cette durée afin qu'un minimum de clients soient touchés. Avec le développement des connexions à haut débit, les 56% d'Américains internautes se retrouvent de plus en plus souvent connectés 24 heures sur 24. Autant de victimes potentielles des voyous. Internet fait partie de la vie quotidienne des Américains qui ont trouvé là un nouveau moyen de faire du shopping. Avec l'extraordinaire développement du commerce électronique, la fraude inévitablement a suivi. 38% d'augmentation l'an dernier. Témoin de la fulgurante progression de cette criminalité, l'Association de défense des consommateurs américains. Sous prétexte que c'est Internet, la plupart des gens sont très surpris d'avoir été escroqués. Quand ils s'en rendent compte, c'est déjà trop tard. Il faut comprendre que l'Internet est à l'image de notre société. Il y a de tout. Il y a des escrocs en tout genre et qui sont à l'affût. Il faut donc être très prudent.
La nouvelle passion des consommateurs américains, les sites de vente aux enchères sur l'Internet. Des sites qui se contentent souvent de jouer les intermédiaires entre vendeurs et acheteurs, mais sans engagement de la qualité de la marchandise. Les escroqueries sur ce type de site ont représenté 87% des fraudes sur Internet. Le type de fraude le plus commun aujourd'hui, c'est en effet de loin l'escroquerie sur les sites de vente aux enchères. Si vous remportez l'enchère, soit vous ne recevez jamais la marchandise, soit vous recevez quelque chose de très différent de ce qui vous avait été promis. En moyenne, les victimes perdent dans les 2000 francs. Cependant, il n'est pas rare de voir des consommateurs qui ont perdu plusieurs dizaines de milliers de francs, surtout quand il s'agit de produits chers comme le matériel informatique ou les objets de collection, les antiquités, etc. Vol de numéros de carte bleue, non-livraison du produit vendu, on retrouve sur le net les escroqueries habituelles de la vente par correspondance. De rarissimes arrestations, comme ici sur ces archives du FBI. Et pourtant, le montant de la fraude s'élevait l'an dernier à 4 milliards de francs. Le sergent Bronco est l'un des inspecteurs de police devenus un cybercop, comme on les surnomme dans la Silicon Valley. Ici, la fraude sur Internet a atteint de telles proportions que le commissariat de police de San José a dû créer une section totalement dédiée à la criminalité informatique. Un total de 6 inspecteurs, mais qui travaillent avec les moyens du bord. Voilà les différents inspecteurs de notre cyberbrigade. Greg est un de nos spécialistes qui travaille sur des affaires en collaboration avec d'autres États. Des grosses affaires d'escroquerie sur Internet. Mike, lui, travaille beaucoup avec les hackers. Et ici, c'est notre laboratoire d'expertise légale. C'est là qu'on emmène les ordinateurs des criminels ou des victimes, afin d'examiner et d'amener des preuves pour le tribunal. Quand je suis entré dans cette section il y a 3 ans, il y avait entre 1 et 2% des crimes qui étaient commis sur Internet. Maintenant, je pense qu'à peu près 70% de nos enquêtes ont un lien avec Internet. Que ce soit des affaires de hacking, d'intimidation ou de crimes commis à l'intérieur même d'une société. Traquer ces escrocs est une tâche difficile. Ils sont dispersés géographiquement et leur arrestation demande souvent de longs mois d'enquête. Autre problème, ces inspecteurs ne sont pas des informaticiens. Souvent, ils sont dépassés par les compétences technologiques des cybercriminels. La plupart des gens qui commettent des crimes sur Internet sont souvent des gens plus instruits. Ils ne sont pas forcément plus malins, mais souvent ils ont des maîtrises ou des DEA. Ils pensent qu'ils sont plus malins que les autres et qu'ils vont pouvoir commettre ces crimes sans se faire prendre, justement parce qu'ils ont un haut niveau d'études. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a des gens comme nous à leur recherche. Ces images montrent l'arrestation de l'ennemi numéro 1 de la brigade des cybercops pendant près de 2 ans. Il a réussi à leur échapper. Il opérait exclusivement à partir d'un mobile home caché dans un terrain vague près de Seattle. Il y avait installé tout le matériel nécessaire pour créer un site internet représentant la filiale fictive d'une grande société de la Silicon Valley. Toute crédibilité acquise grâce à ce site, il a été capable de contracter auprès des banques une multitude d'emprunts allant jusqu'à 2 millions de francs. Vous voyez, ici c'est le casque qu'il utilisait pour tirer du liquide au distributeur de billets. Et ici ses gants pour ne pas laisser d'empreintes. Quand on l'a repéré, il était en train de chercher sur Internet des transactions bancaires. C'est comme ça qu'il localisait ses cibles. Sur cet écran, on voit les noms des banques qu'il avait arnaquées ce jour-là. Sur l'autre écran, les actions qu'il achetait et ses différents investissements à partir de l'argent volé. Il nous a même donné une interview que nous avions utilisée au tribunal, où il appelait des coupables d'ailleurs. Il a adoré ça, il était très fier de son arnaque et il était très content de tout nous raconter. Ce que je voulais faire, c'était parvenir à gagner assez d'argent pour rembourser mes emprunts. Et en fait, j'y étais presque. Je plaçais 350 000 francs en bourse,
Ça me rapportait 45 000 francs de bénéfices, alors que je n'avais que 20 000 francs à rembourser aux banques. Mon objectif, c'était de gagner 350 millions de francs. C'était tellement facile. Avec plus d'argent, j'aurais eu plus de matériel et donc j'aurais toujours gagné plus. La hantise du hacker n'épargne pas les militaires américains. Le réseau du Pentagone à lui seul a subi 250 000 attaques chaque année. Selon une étude, 13 pays dont la France développent secrètement les outils d'une guerre cybernétique. C'est ici, au US Space Command de Colorado Springs, que le Pentagone met au point dans le plus grand secret le scénario d'une guerre cybernétique. Simple hacker ou agent au service de puissances étrangères, les risques d'intrusion sur les ordinateurs du Pentagone pourraient en effet avoir de très lourdes conséquences en cas de conflit militaire. Cela ne concerne pas seulement les systèmes militaires. On peut aussi attaquer les infrastructures d'un pays. Par exemple, paralyser l'approvisionnement en électricité ou les moyens de transport. Nous dépendons tellement aujourd'hui des ordinateurs dans notre société. Les hackers pensent qu'ils vont gagner. C'est une bagarre avec eux en ce moment, et on ne sait pas qui sortira vainqueur de cette lutte. En tout cas, je peux vous dire que nous allons mettre en œuvre de gros moyens pour nous assurer qu'ils ne nous empêcheront pas de donner et de recevoir des ordres. Nous devons être capables de défendre notre réseau. Ça, c'est notre principal boulot. Maintenant, dans un système de défense, un des éléments clés est d'avoir des possibilités offensives. La peur des représailles, c'est le meilleur moyen pour décourager un individu ou une nation qui aurait l'intention d'attaquer notre réseau. C'est la raison pour laquelle, très vite, nous allons développer des outils d'attaque informatique pour le département de la Défense. Autre facette de la criminalité cybernétique, probablement la plus effrayante, l'utilisation croissante de l'Internet par des pédophiles. Problème qui, là encore, a justifié la création d'une section spécialisée dans le commissariat de San José. La solution préférée des pédophiles aujourd'hui, c'est de se mettre en contact directement avec les enfants sur Internet. Regardez, je vais vous faire la démonstration sur American Online. Grâce au moteur de recherche, je trouve toutes les petites filles actuellement qui discutent sur un forum. Voilà, j'ai donc les premières 23 réponses sur 83. Si je clique sur un nom, j'ai donc son âge. Je peux voir qu'elle aime la gymnastique, qu'elle est de Plano, au Texas. Et là, si je veux, je peux immédiatement lui envoyer un message que seuls elle et moi pouvons lire. Généralement, l'étape suivante pour ces prédateurs, c'est de développer une amitié au fil des semaines. Ensuite, surtout avec les garçons, ils commencent à envoyer des photos porno. Ça commence avec des photos d'ados entre eux, puis ensuite des photos d'hommes entre eux, pour finir par des photos d'hommes avec des enfants. Le message est en fait, tu vois, c'est normal tout ça, si les autres le font, il n'y a pas de problème. Bien difficile de chiffrer le nombre des jeunes victimes du net. Steven a actuellement dans ses fichiers 4000 pédophiles sous surveillance, mais seulement 450 ont été emprisonnés cette année aux États-Unis. Là encore, c'est l'impuissance devant l'immensité du cyberespace. Stephen McEwan, qui dirige cette section, est chargé de la formation d'inspecteurs de police qui, des quatre coins des États-Unis, viennent ici profiter de son expérience et apprendre les techniques permettant de repérer et d'arrêter les pédophiles. Imaginez un gros porc de 150 kilos en train de sodomiser et de violer une petite fille qui, elle, en pèse 35. On ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Ces prédateurs peuvent par exemple utiliser des moteurs de recherche comme American Online et trouver toutes les petites filles de 12 ans de San José en ligne en ce moment. Ensuite, soit ils se présentent comme un adulte, soit comme un autre enfant du même âge.
Ils leur parlent de la vie de la famille, des amis. Souvent, ils trouvent des enfants qui passent trop de temps en ligne et sans la surveillance des parents. Or, il suffit d'une fois pour donner l'opportunité à ces types de s'approcher de votre enfant et de le rencontrer. Le sexe vient toujours par la suite et l'enfant est toujours violé. Les enfants ne rencontrent plus ces types dans les parcs aujourd'hui. Ils les rencontrent d'abord sur le net. Si ce problème était considéré comme une maladie, nous en serions au stade de l'épidémie. Tous les jours, des milliers de sites s'ajoutent aux 50 millions existants sur le net. La nature même du média, son caractère anonyme et sa dispersion géographique en font un outil de communication formidable mais aussi très vulnérable. Seule une coopération entre les États permettra peut-être de mettre en place un système de cyberpolice efficace. Pour l'heure, on en est très loin.